Alors, j'ai l'honneur de présenter un ami, premier conférencier, donc M. Mathieu Scrère, qui est marié, père de 4 enfants, professeur de philosophie au Collège Édouard-Montpetit. Mathieu Scrère a publié « Amour, utilité et dignité humaine », la distinction entre jouir et user chez Augustin, lu à travers l'impératif catégorique, publié aux éditions universitaires européennes en 2010, de même que plusieurs articles ou chapitres de livres consacrés à l'herméneutique, qui est son thème de prédilection pour sa thèse doctorale. Il a aussi dirigé le collectif « Le monde est un miracle, enfance, réenchantement du monde et sens de la vie », publié chez Libère en 2013. Ses recherches portent actuellement sur le concept d'appartenance dans la philosophie de Gadamer. Et j'ai appris quelques minutes que sa thèse est très avancée. Nous nous en réjouissons avec lui. Donc, sans plus tarder, je laisse le micro à Mathieu. Alors, merci beaucoup, Luc, de la présentation. Je suis heureux que tu sois ici. Merci aux Frères de Saint-Jean de nous accueillir dans ce magnifique lieu année après année et de nous servir cet excellent thème, ce thème important qui est celui de la famille et la culture de la rencontre. Alors, dans cette optique, mon thème à moi, plus restreint, mais en guise d'ouverture pour le colloque, sera celui de l'appartenance et la distanciation dans la famille. Alors, mon point de départ sera, je dirais, le constat d'une certaine suspicion qui existe dans l'espace public face à la capacité de la famille de former des individus tolérants et ouverts aux autres, capables de vivre ensemble. C'est un constat qui me semble évident lorsqu'on est le moindrement attentif aux débats, en France notamment, comme au Québec, au sujet de l'enseignement de la morale à l'école. Alors, ma question directrice sera la suivante. Doit-on arracher l'enfant à ses déterminismes familiaux pour le socialiser? En d'autres termes, la condition concrète et déterminée de la famille doit-elle être considérée comme un obstacle ou un frein à la vie sociale de l'enfant et, par conséquent, au vivre ensemble? La nécessaire distanciation d'avec le terreau familial, qui est en fait l'apprentissage pour l'enfant de l'autonomie, est-elle de l'ordre de la rupture ou de l'accomplissement? Doit-on rompre avec son terreau familial ou bien accomplir ce qu'on y a gagné? Alors, je commencerai par aborder un concept qui m'apparaît dominant dans les débats, soit un certain idéal de neutralité dans la formation morale de l'enfant, en l'opposant aux préjugés ou au déterminisme reçus dans la famille, puis en mettant en lumière une vision positive ou enfin féconde des préjugés, pour enfin discuter de la responsabilité de la famille à l'égard des préjugés qu'elle transmet nécessairement. Donc, le maître concept ici sera celui du préjugé. Ce sera le fil conducteur de mon analyse, mon travail. Donc, premièrement, l'idéal de neutralité dans la formation de l'enfant. Alors, une idée populaire, en France comme au Québec, chez les législateurs, consiste à dire que l'enseignement de l'éthique ou de la morale à l'école doit favoriser la liberté, bien sûr, mais la liberté par rapport au déterminisme, ce qu'on appelle les déterminismes implantés dans le terreau familial. Donc, si j'ai bien suivi, et j'ai en fait peu suivi, c'est-à-dire un peu, j'ai eu des échos un peu de ce qui se fait outre-Atlantique. Les Français me corrigeront si j'ai tort. La France s'apprête, si ce n'est déjà fait, à implanter un cours de morale laïque à raison d'1 heure par semaine, ce qui serait une nouveauté par rapport aux cours d'instruction civique qui se donnaient jusqu'à présent. Il s'agit, à mon sens, plus ou moins du même mouvement qui a vu naître ici le cours d'éthique et culture religieuse. On sent que les finalités sont les mêmes. Donc, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, jusqu'en 2014, je crois, M. Vincent Payon, qui est agrégé de philosophie, a fait couler beaucoup d'encre, enfin, si ça s'applique encore à l'ère du iPad, avec son mot fameux dans l'Express du 2 septembre 2012,
visant à expliquer ce qu'est la morale laïque. Donc, je cite l'ancien ministre, « Le but de la morale laïque est d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel. » Cet objectif est encore précisé dans son livre-programme « Refondons l'école », publié en 2013. Je cite de son livre. « Dans notre tradition républicaine, il appartient à l'école non seulement de produire un individu libre, émancipé de toutes les tutelles politiques, religieuses, familiales, sociales, capable de construire ses choix par lui-même, autonome, épanoui et heureux, mais aussi d'éduquer le citoyen éclairé d'une république démocratique, juste et fraternelle. » Alors, je suis assez confiant que nous nous entendons pour dire qu'éduquer un enfant, c'est en grande partie lui donner les ressources nécessaires pour qu'il devienne éventuellement autonome. Or, l'apprentissage de la liberté ou de l'autonomie suppose ici une rupture forte avec ce que Peillon appelle les déterminismes ou les tutelles transmises notamment dans la famille. Donc, ce que le ministre appelle déterminisme ou tutelle, on peut, en un sens large, l'appeler préjugé. C'est un terme fort avec une connotation fortement négative. C'est que les préjugés sont censés limiter ou fermer notre compréhension ou notre ouverture. Pour le montrer, commençons par définir le préjugé et voir comment cette notion s'applique ici. Alors, la définition classique du préjugé est celle d'un jugement préalable avant examen. C'est-à-dire, on pourrait dire, un jugement porté avant d'avoir en main tous les éléments pertinents nous permettant un jugement, disons, définitif et éclairé sur telle ou telle question. Alors, s'en tenir à des préjugés, c'est en un sens être prisonnier des idées reçues. Or, si les préjugés ont un caractère négatif, c'est qu'on leur attache la notion de préjudice au sens fort, c'est-à-dire d'un dommage causé à quelqu'un, d'un tort. Les critiques du profilage racial, par exemple, argumentent qu'un tort est causé à une personne avant même de savoir si elle est coupable de quoi que ce soit, en raison d'un jugement préalable porté sur son appartenance à une race. Les féministes, argumentent que certains contes, certaines coutumes, le bleu et le rose, les camions et les poupées, etc., par exemple, perpétuent des stéréotypes sur les rôles masculins et féminins qui nous enfermeraient dans un carcan trop serré, en discréditant par avance certaines expressions, disons, moins traditionnelles de ces rôles. Par exemple, le père qui va se prévaloir du congé parental pour s'occuper des enfants, alors que la mère travaille. Or, la famille n'est jamais sans transmettre de préjugés. Parce qu'elle transmet un bagage culturel, moral, religieux, politique, elle transmet du coup des jugements préalables dont la portée s'étend beaucoup trop profondément pour prétendre que l'enfant se les approprie au moyen d'un examen critique rigoureux. Et les préjugés ont ici comme caractéristique qu'ils empêchent de reconnaître l'autre comme autre, donc ils empêchent ou entravent l'accueil bienveillant de l'autre. Alors, comme la famille transmet un bagage de préjugés, n'est-il pas juste de dire que la famille entrave plutôt que de favoriser la capacité de l'enfant à faire preuve d'ouverture et de respect des autres? Donc, que l'État, soucieux de favoriser l'éducation de citoyens libres et ouverts, doit faire contrepoids aux déterminismes familiaux en favorisant l'élimination des préjugés, c'est-à-dire de tout ce bagage que reçoit l'enfant dans sa famille. Dit simplement, l'État doit-il favoriser la rupture entre l'individu et son terreau familial?
C'est, il me semble, la perspective énoncée, par exemple, par l'ancien ministre français de l'Éducation. Alors, j'aimerais amener ici, c'est mon deuxième point, une autre perspective sur les préjugés, peut-être moins commune. Or, donc, cette vision du rôle de l'État suppose un certain idéal de neutralité, c'est-à-dire qu'une certaine neutralité par rapport aux préjugés soit possible. Cet idéal est celui de la philosophie des Lumières, qui imprègne encore fortement les esprits dans le débat qui nous concerne. L'idéal d'un citoyen éclairé qu'énonçait le ministre fait référence à la philosophie des Lumières, particulièrement française, évidemment. L'idéal serait de former des individus neutres par rapport à tout préjugé, au sens où ils se seraient élevés au niveau d'une rationalité transparente, et par là seraient alors en mesure de faire des choix éclairés. Mais une telle neutralité est-elle seulement possible, voire souhaitable? Alors ici, je vais me réclamer de Hans-Georg Gadamer, un philosophe du XXe siècle, littéralement ici du XXe siècle. Il est né en 1900, il est décédé en 2002, donc c'est vraiment un philosophe du XXe siècle, et qui a un peu révolutionné ou enfin donné des grands coups dans la philosophie des Lumières au XXe siècle, en proposant une vision, je veux dire, positive, avec des guillemets, des préjugés. Sa thèse à cet égard est double. Tout d'abord, selon lui, nous ne serions jamais sans préjugés. C'est ce que Gadamer appelle l'appartenance, donc dans mon titre, c'est ce à quoi mon titre réfère, l'appartenance. Il a eu ce mot fameux, ce n'est pas l'histoire qui nous appartient, c'est nous qui lui appartenons, dans son maître ouvrage Vérité et méthode en 1960. Ce qu'il veut dire, c'est que les préjugés forment ce que nous sommes à un niveau que la réflexion consciente, rationnelle, ne pourra jamais totalement élucider. Pour comprendre cela, il faut voir les préjugés en un sens plus large que le sens commun que j'ai évoqué précédemment. Prenons le cas exemplaire du langage. Apprendre à parler, c'est apprendre une langue déterminée. Or, une langue est bien plus qu'un outil qui serait à notre disposition pour communiquer. Parce que les mots nous mettent en contact avec la réalité, la langue est à la fois l'expression et le terreau où s'enracine notre compréhension du monde que nous cherchons à connaître et où nous cherchons à nous y retrouver. Mais la langue est l'expression d'une culture. Elle est enracinée dans l'histoire, elle est modelée par les idées qui ont pris forme en son sein et qui l'ont modifiée de l'intérieur. Elle est fécondée et modifiée par l'histoire de la philosophie, de la théologie, de la science, du droit, dont elle est imprégnée de part en part, et par l'usage courant que des sociétés déterminées en ont fait. Elle est le dépositaire de visions du monde. En un mot, la langue est elle-même une transmission de préjugés, c'est-à-dire ici de couches de sens ancrées beaucoup trop profondément pour qu'une conscience éclairée puisse prétendre les mettre au jour rationnellement. C'est ce que Gadamer appelle l'enracinement langagier de la compréhension. Mais ce n'est pas tout. D'autre part, la caractérisation négative des préjugés comme falsifiant notre rapport aux autres serait comme la manifestation superficielle d'un phénomène plus profond. Les préjugés seraient en fait, à un niveau fondamental, la condition de la compréhension, dans la mesure où on les considère comme les lignes d'orientation provisoire. C'est ce que Gadamer appelle, c'est l'expression de Gadamer, les lignes d'orientation provisoire qui favoriseraient notre compréhension du monde, des choses et des autres. C'est parce que la langue, par exemple, est profondément enracinée dans la réalité qu'elle favorise notre contact avec celle-ci.
qu'elle favorise notre compréhension des choses. Bien entendu, le langage peut être vu comme un déterminisme, c'est-à-dire comme un bagage de préjugés transmis dans la famille. J'ai une langue maternelle déterminée avec sa couleur propre, son histoire et son enracinement dans un terreau déterminé. Mais c'est à partir de ce bagage déterminé que je peux entrer en communication avec les autres et avec le monde, que je peux lire, que je peux m'instruire, chercher à comprendre. De plus, il est toujours possible d'ouvrir et d'élargir l'horizon de compréhension qu'offre une langue maternelle. Je peux apprendre une autre langue qui possède sa propre couleur, qui n'est pas tout à fait celle de ma langue maternelle. Apprendre une autre langue, disait Gadamer, c'est acquérir une ampleur de vue supplémentaire. C'est s'élever à un niveau supérieur de compréhension. Mais si je veux apprendre une autre langue, je dois connaître ma propre langue. Et bien connaître sa propre langue favorise l'apprentissage d'une autre langue. Cela ne l'entrave pas. La langue maternelle, si elle transmet certes un bagage de préjugés, n'en demeure pas moins une ouverture fondamentale sur le monde. Le préjugé a ici, remarquez bien, le caractère d'une ouverture sur le monde, ouverture qui est beaucoup plus fondamentale que le caractère négatif des préjugés qui ferment et qui apparaît comme en superficie. Donc, au niveau plus fondamental, on a une vision qui est plus féconde des préjugés, et en superficie, justement, il peut exister effectivement des préjugés qui ferment, mais ce n'est pas la condition, la définition essentielle du préjugé selon Gadamer. Alors, j'ai donné l'exemple du langage qui est en fait pour Gadamer beaucoup plus qu'un exemple, mais il en va de même pour les principes moraux inculqués dans la famille. Il en va de même de la religion, de la nationalité, de l'historique familial, etc. Pour donner l'exemple de la religion, si j'ai été formé au sein d'une religion, je serai plus en mesure de comprendre quelqu'un qui appartient à une autre religion que la mienne, et non pas moins. Disons qu'un individu qui est élevé dans une famille sans appartenance religieuse, si j'ai la foi, par exemple, je ne serai peut-être pas tenté de comprendre l'autre d'abord à l'aide de catégories qui lui sont extérieures, des catégories politiques ou psychanalytiques, par exemple. J'ai affaire à un croyant et je sais, par expérience, ce que cela signifie. Il y a un point de rencontre ou un terrain d'entente possible en principe. Alors, tout ce bagage appris dans la famille demande certes à être approprié par l'enfant qui s'achemine vers l'autonomie. Et cette appropriation peut signifier prendre ses distances, bien entendu, d'où le titre de ma communication qui met en relation appartenance et distanciation dans la famille. Je ne voudrais pas nécessairement reproduire la vision de l'éducation de mes parents, par exemple. Ou peut-être que mon éducation morale était trop rigoriste et que je voudrais être plus souple, l'inverse étant aussi possible. Mais ce que ma famille me donne, ce sont des lignes d'orientation dans le monde et dans mes rapports avec autrui qui, si elles peuvent être corrigées, n'en demeurent pas moins fondamentales. Ainsi, c'est parce que j'ai reçu un bagage dans ma famille, un bagage moral dans ma famille, que je suis en mesure de mieux jauger plus tard ce que je m'approprie et ce dont je prendrai mes distances. On n'apprend pas à respecter des principes moraux en étant d'abord neutre face à ceux-ci. Donc, ma thèse consiste à dire ici que la relation d'appartenance qui existe dans la famille, donc d'enracinement, dans un bagage de préjugés transmis, certainement, laquelle précède toute distanciation et la rend possible, est la condition essentielle de la socialisation. Or, si une telle relation d'appartenance suppose un contexte déterminé, notamment par le langage et la religion, par une culture, par une histoire, c'est à partir de ce plein de détermination ou de préjugés
et non d'un idéal de neutralité que la rencontre de l'autre comme autre est possible. C'est dans la famille qu'on apprend à parler, à aimer, à partager, à pardonner, mais non en étant neutre. Cet apprentissage se fait à travers une certaine vision du monde, à travers des principes moraux ou religieux, ou encore à travers une certaine vision de la politique, c'est-à-dire du bien commun. L'argument de la neutralité, il ne faut pas se le cacher, provient surtout de la méfiance envers le fait religieux, particulièrement exacerbée dans la foulée des événements tragiques causés au nom de la religion. Il faudrait apprendre à être neutre au point de vue religieux, c'est-à-dire, si j'interprète bien le mot de Vincent Payon, apprendre à s'arracher à notre terreau religieux pour apprendre à construire nos choix de manière libre. Je ne voudrais pas faire dire à l'ancien ministre ce qu'il n'a pas dit, mais la conclusion s'impose. Il s'agirait de favoriser la construction de choix par des citoyens autonomes, mais en espérant une certaine modération sur la question religieuse. Perspective tout à fait représentative de la France laïciste. Et si les familles ne sont pas prêtes à cela, alors l'État va s'en charger. D'où l'implantation d'un cours de morale laïque en France ou d'éthique et culture religieuse ici. Mais une question s'impose ici. L'impératif de se soucier des autres, du respect, existe-t-il absolument en dehors des traditions religieuses? C'est-à-dire, y a-t-il quelque morale qui ne renvoie pas en son fond à quelques fondements religieux? On entend parfois que nous n'avons pas besoin d'être religieux pour faire le bien. C'est certainement possible, ce n'est pas contesté ici. Mais d'où vient cet impératif de faire le bien si ce n'est de quelques traditions religieuses? De la raison pure? On pourrait argumenter, mais ce n'est pas notre propos ici, que les philosophes qui ont travaillé ces questions par le recours à la raison renvoient pratiquement toujours à quelques fonds religieux. Platon, Aristote, Augustin, Kant, Hegel, Lévinas, etc. De plus, on oublie souvent que c'est par la religion que se sont imposées les plus grandes formules de cet impératif du souci des autres. Aime ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, etc. L'État doit-il arracher l'enfant qui a été éduqué dans ces principes au sein d'une famille déterminée, enracinée dans sa tradition, à tout ce bagage moral transmis pour qu'il puisse socialiser, respecter les autres? La thèse selon laquelle la famille déterminée serait un frein ou un obstacle à la socialisation trouve aussi un contrepoids dans l'idée de communauté. Il me paraît que la famille est une communauté au sens fort, c'est-à-dire une communauté qui préfigure toutes les autres communautés. Elle est composée d'une part de gens qui ont choisi de vivre ensemble, mais aussi d'autres qui n'ont pas choisi de vivre ensemble. Si j'ai choisi mon épouse, je n'ai pas choisi mes enfants au sens d'une sélection neutre parmi des choix disponibles en fonction d'un certain nombre de critères. En fait, il est vrai de dire que je n'ai même pas choisi mon épouse en ce sens. Il serait peut-être plus juste de dire qu'elle m'a été choisie. Mais il demeure que la famille est composée de gens qui ont à apprendre à se connaître et à vivre ensemble, sans possibilité de s'en sortir. Or, cet état de fait est probablement le test le plus contraignant de la socialisation. On entend souvent que la garderie, par exemple, est une bonne chose au sens où les enfants y apprennent à socialiser. Donc, le fait, ce serait un argument de vente pour la garderie, on y apprend à socialiser. Mais c'est faux. Dans la famille, nous avons tout ce qu'il faut pour socialiser, avec une contrainte de plus qui est que l'on habite ensemble. On y apprend à socialiser sur le tas, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire qu'apprendre à socialiser y est une nécessité absolue. De plus, nous n'avons pas besoin d'une foule pour socialiser. Côtoyer 2, 3, 4 ou 6 personnes à tous les jours est suffisant pour générer des conflits
et nous apprendre ainsi la nécessité du pardon, pour générer des trahisons et nous apprendre la valeur de la confiance, mais aussi pour générer l'attachement et les relations durables, lesquelles seront généralement moins caractéristiques des relations que nous aurons à l'extérieur de la famille. Relations académiques, relations de travail, etc. Si j'éprouve de l'antipathie pour un collègue, par exemple, je n'ai pas à me lever la nuit pour m'occuper de lui. Voyez-vous? Comme j'ai à le faire pour mes enfants. Un ado qui ne s'entend pas avec d'autres étudiants ne sera pas lié à eux le reste de ses jours. Bien qu'à l'adolescence, on a cette impression-là que voilà, c'est un temps interminable et voilà, c'est maintenant ou jamais, ou quoi que ce soit. Il y a une vie après l'adolescence. Il est vrai que les relations d'amitié et d'amour existent à l'extérieur de la famille. Mais l'amitié est toujours rare et l'amour encore exclusif, du moins lorsque je vais fonder ma propre famille. Mais ces relations peuvent-elles exister là où elles font défaut dans la famille? Possible, mais certainement ardu, comme en témoigneront généralement ceux qui ont été élevés dans un contexte familial difficile. Ne sont-elles pas le prolongement, la continuité de leur fermentation dans la famille, cette capacité à entrer en véritable contact avec autrui, dont l'apprentissage est une nécessité si je veux former des relations vraies, que ce soit des relations d'amitié ou d'amour, c'est dans la famille que nous l'apprenons. Alors ceci m'amène à mon troisième et dernier point, qui sera un peu ma conclusion aussi. La responsabilité de la famille à la lumière des préjugés. Responsabilité que j'appellerais sans détour la culture de la rencontre, comme le titre du colloque l'annonce. Alors la famille est un terreau fertile pour les préjugés. Notre appartenance à une famille concrète se traduit par notre appartenance au langage, à une religion, à une culture, à des principes moraux, etc. La question est en définitive de savoir si cela est une bonne chose. En considérant les préjugés comme ligne d'orientation provisoire, donc qui délimite notre horizon de compréhension, mais tout en l'incitant à s'élever à un horizon supérieur, comme nous l'avons vu avec le langage, qui peut ouvrir plutôt que de fermer, nous pouvons voir la portée positive des préjugés ou des déterminismes qui existent dans la famille. Or, si, comme l'a montré Gadamer, cette vision positive des préjugés est possible, elle n'en appelle pas moins une tâche qui est celle de reconnaître nos préjugés comme tels, parce que les préjugés peuvent effectivement fermer notre rapport aux autres. Ils peuvent nous emprisonner dans des jugements préalables qui débouchent sur le préjudice. Je peux aimer mon prochain, mais tout en sélectionnant très attentivement qui est mon prochain, par exemple. Celui qui fait mon affaire, au sens où il n'exige pas trop de moi. Mais reconnaître nos préjugés comme tels ne signifie pas nécessairement abandonner en bloc tout préjugé. Il s'agit d'élargir notre horizon de compréhension au contact des autres. Et cette tâche est aussi, et de manière fondamentale, selon moi, la tâche de la famille. Quelques exemples ou pistes de réflexion. Si je suis chrétien, par exemple, suis-je capable d'inculquer à mon enfant le respect des autres traditions religieuses, de ceux qui se disent athées ou sans appartenance religieuse? J'ai un collègue musulman. Est-il responsable, en raison de son appartenance religieuse, des attentats monstrueux encore récents contre le magazine Charlie Hebdo en France? À l'inverse, vais-je sensibiliser mon enfant à l'idée que la liberté d'expression a ses limites et que la libre expression peut effectivement blesser et détruire? Un homosexuel est-il par définition un pervers dont je dois me tenir à bonne distance? À l'inverse, un collègue critique du mariage gay est-il nécessairement un dangereux homophobe? Si je viens d'une tradition religieuse critique du mariage gay, y a-t-il place pour une critique motivée par l'amour?
Et une telle critique pourrait-elle être reconnue comme telle? Comment est-ce que je parle des policiers, des politiciens? Est-ce que je les discrédite systématiquement? Les policiers sont-ils en soi des êtres malins dont la seule occupation consiste à piéger les honnêtes citoyens? Est-ce qu'un politicien est, par définition, indigne de ma confiance? Plus globalement, n'est-il pas possible de trouver à l'intérieur de notre enracinement profond, de notre appartenance à une culture, à une religion, à une vision du monde, à une famille, à une langue, à une histoire, les ressources d'ouverture à l'autre? Et cette appartenance, cet enracinement profond, n'est-il pas en définitive ce qu'il appartient à la famille de transmettre? À la question de départ qui était « Faut-il arracher l'enfant aux déterminismes familiaux pour le socialiser ?» ne conviendrait-il pas plutôt de répondre, pour paraphraser les philosophes, qu'il s'agirait de s'y ancrer convenablement, c'est-à-dire en reconnaissant nos préjugés comme tels et en s'efforçant de les éprouver au contact des autres. Se profile ainsi la responsabilité essentielle de la famille, à mon sens, qui consisterait à se comprendre elle-même comme un milieu de vie ouvert sur l'autre, comme un lieu privilégié de rencontre et de fraternité, ce qui est une manière de dire que l'appartenance déterminée dans la famille est la condition première de l'ouverture à l'autre. La famille, et je vais terminer là-dessus, la famille doit s'efforcer de discriminer, entre les préjugés qui ferment et les préjugés qui ouvrent. Elle a elle-même à opérer une certaine distanciation face à sa propre histoire. Si j'ai vécu une enfance violente, par exemple, cette nécessaire distanciation sera peut-être difficile, car on a tendance à reproduire ce que l'on a vécu. Mais elle n'en est pas moins une tâche qui n'est pas impossible. C'est en ce sens que j'interprète le titre du colloque, « La famille et la culture de la rencontre ». Cultiver, au sens pratiquement agricole du terme, faire pousser, faire croître. À l'inverse, arracher la pousse à la terre dans laquelle elle pousse et elle mourra. Ce n'est que dans la mesure où la famille faillit à cette tâche que l'État se considérera investi de la mission de pallier à la famille. Mais ce qui en résultera ne peut être que moins de liberté pour tout un chacun. Voilà, je vous remercie. Merci Mathieu Scrère pour cette communication très riche. Nous avons, comme je l'avais annoncé d'emblée, nous pouvons prendre une dizaine de minutes pour poser des questions à Mathieu. Dans la salle, je vous laisserai le privilège d'en poser une. Je vous demande de vous identifier, s'il vous plaît. Oui, Jean-Pierre David. Alors, merci pour le brillant exposé. Moi, je me posais la question si l'enfance est certainement le temps des préjugés, où on enseigne à l'enfant tout ce qu'il est censé savoir. Il me semble que l'adolescence est justement le temps de reconnaître ce préjugé. Est-ce que le problème de société, pour l'instant, n'est pas de placer la neutralité à l'enfance plutôt que d'attendre que l'enfant soit suffisamment mature que pour faire cette démarche, éventuellement avec l'aide de la société, de reconnaître les préjugés et d'aller vers plus de neutralité? Je vous remercie. Monsieur David? Oui. Excellente question et tout à fait d'actualité. Une question qui a été posée ici, si je me rappelle bien, lorsqu'il était question d'implanter le cours d'éthique et de culture religieuse, l'une des plus fortes critiques, à mon sens, il n'était pas tant de dire ouverture à d'autres traditions, mais de dire dès l'enfance, est-ce que c'est le moment? Je pense que c'est une des critiques les plus récurrentes, si je me rappelle bien. Évidemment, je parlais de cheminement vers l'autonomie. Éduquer un enfant, c'est lui apprendre l'autonomie, mais justement, il faut tenir compte de la sensibilité de l'enfant, de son développement et... Est-ce que je serais assez d'accord avec vous pour dire que en prendre la pensée critique, parce que c'est un peu cela le contenu du cours, en fait c'est de ça qu'on se réclame, le contenu du cours,
c'est peut-être un peu tôt vers l'enfance. À l'adolescence, évidemment, on peut s'initier donc à prendre une certaine distance qui n'est pas nécessairement répudiation, c'est-à-dire toute vie n'a pas à subir une crise d'adolescence où on rejette tout et son contraire, mais on va prendre tranquillement ses distances. Moi, j'enseigne au cégep, et évidemment, la philosophie, le cœur du cégep, l'apprentissage de la pensée critique, c'est là où c'est un des moments forts de notre éducation, c'est-à-dire de ce qu'on apprend aux jeunes. On veut les initier à la pensée critique parce que même si au secondaire, on commence à prendre ses distances, ben on risque aussi beaucoup de tomber dans des préjugés, donc de sauter d'un préjugé à l'autre. Et on apprend beaucoup de préjugés au secondaire, dont au cégep, il faut apprendre à discriminer aussi. Donc, je serais assez d'accord avec vous pour dire, à l'enfance, c'est plutôt le lieu de l'appartenance qu'il faut favoriser. L'appartenance, l'enracinement dans la famille, dans une culture, dans une tradition, dans des traditions. C'est un moment qui m'apparaît essentiel, même pour favoriser la distance plus tard, même pour favoriser la distance. Oui. Gilles Gamache, vous avez exposé beaucoup à partir du point de vue de la France. Et bien que vous aviez mentionné la situation du Québec, mais quand on pense au programme de culture et morale et culture, là, il me semble que l'objectif par les concepteurs du programme, c'était beaucoup de créer de l'ouverture, une meilleure connaissance de l'autre et non pas nécessairement éradiquer ce qui était déjà là. Oui, bien entendu, c'est l'objectif, effectivement, qui est favorisé. Quand on lit le programme, ce qu'on voit, c'est on veut l'ouverture, on veut le dialogue. C'est certainement vrai. Le problème, c'est que l'exigence de neutralité, le programme a été aussi vendu, si on veut, à l'aide d'un recours à l'idéal de neutralité. Qu'est-ce qu'on veut par là? C'est qu'on veut, bon, je ne me rappelle plus qui a eu ce mot-là, mais certainement un des concepteurs du programme qui affirmait la nécessité de briser des identités fortes. Une des vocations du programme était de briser des identités fortes. Qu'est-ce qu'on entend par là? En grattant un peu, on se rend compte que si je suis bien ancré dans ma tradition, il y a comme le préjugé qu'être bien ancré dans sa tradition signifie moins d'ouverture aux autres. Alors, il faudrait peut-être donc apprendre à mettre de l'eau dans le vin de sa propre tradition pour être capable de s'ouvrir aux autres. Alors, l'objectif est certainement louable, mais ici, je dirais que les moyens employés contrecarrent cet objectif-là. Il faudrait apprendre à être neutre pour pouvoir accueillir les autres. Mais c'est pas en étant neutre que je suis capable d'accueillir quelqu'un. Si j'accueille un croyant, par exemple, et si je suis moi-même croyant, bien, il y a un terrain d'entente possible, même s'il y a toutes sortes de distances, il y a un terrain d'entente possible. Si j'accueille un non-croyant, c'est peut-être plus difficile. Cette nécessaire ouverture, l'exigence, elle est là. Mais si je me connais moi-même, c'est l'objectif socratique pratiquement, si je me connais moi-même, je suis plus en mesure d'accueillir les autres. Donc, à mon sens, les objectifs sont tout à fait louables, mais c'est le recours à cet idéal de neutralité que je questionne. Rita Camarda, ça me rejoint beaucoup votre exposé, parce que moi, je suis née en Italie, dans une famille catholique, pratiquante, et j'ai continué. Je suis arrivée ici, ça fait 50 ans que je vis au Québec. J'ai étudié. Ce qui me rejoint beaucoup dans votre exposé, puis je trouve ça très concret dans ma vie, c'est toute la partie sur la langue, parce que le langage, bon, j'avais 13 ans quand je suis arrivée ici, et donc j'ai étudié en anglais, en français, et j'enseigne l'anglais aujourd'hui, aux francophones. Fait qu'imaginez-vous. Et aussi toute la partie, donc votre discours là, sur la langue, c'est tellement vrai. Et d'apprendre une autre langue n'empêche pas qu'on perd nos racines. Alors moi, je suis
très, très fière d'être italienne, d'être née en Italie, d'être canadienne, d'être québécoise. Et je me sens un petit peu comme une personne, une vraie catholique, dans le sens de universel, ouvert à d'autres. Et ma bru est musulmane, d'une famille iranienne, perse, pratiquante, et la relation que nous avons avec cette famille-là est beaucoup plus profonde que la relation que j'ai avec des membres de ma famille qui sont catholiques pratiquants et qui sont comme un petit peu là avec des œillères là puis bornés. Alors, puis toute la question aussi de l'agriculture, quand vous avez terminé là avec le lien avec faire pousser plutôt qu'à arracher au sol. Ça me rejoint parce que j'aime cultiver, j'aime l'horticulture. Alors, je vous dis, votre discours me rejoint énormément, puis il est concret, puis il est vrai. Que tout ce que vous dites sur l'ouverture, la religion n'empêche pas. Quand on est religieux puis qu'on est croyant, n'empêche pas nécessairement un autre. Merci. Grazie mille. Merci beaucoup.